Merci pour l'invitation, Bertrand et les collègues du LOM. Donc moi, je suis maître de conf en histoire moderne à la fac de lettres et je suis spécialiste plutôt du XVIIe siècle, français et anglais. Donc je suis vraiment pas du tout spécialiste de ce que je vais vous présenter là. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est un bout de cours que j'ai fait avec les L2, L3 parcours CMI. Je consacrais une partie du cours à l'histoire des conceptions acoustiques et de la culture auditive. Et j'avais donc un cours qui était, en fait, qui était largement nourri des travaux d'un historien qui s'appelle Jonathan Stern. J'ai deux cours en fait, qui sont nourris des travaux de cet historien, qui est un historien nord-américain, je ne sais plus s'il est canadien ou américain, mais en tout cas, il enseigne à l'université McGill au Canada, dans un département qui regroupe des historiens de l'art et des spécialistes de la communication. Tout petit instant, j'ai un retour sur mon ordi, alors j'ai coupé le son. Et Jonathan Stern, on peut le situer grosso modo dans le champ des Sound Studies. Donc ce qu'on appelle les Sound Studies, vous savez sans doute déjà, hein, c'est un ensemble de disciplines, à la fois provenant des sciences humaines, de la psychologie, des sciences pures, et qui contribuent à mieux comprendre d'accord, c'est ça. Qui contribue à mieux comprendre le son dans son contexte culturel. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Son premier, c'est en anglais The Audible Past. Je m'entends vraiment. The Audible Past, qui a été traduit par une histoire de la modernité sonore, je crois que c'est un terme en français dans les années 2010. Et son dernier, il vient de paraître, Diminished Faculties, en fait, qui est une sorte d'enquête autobiographique. Il a souffert, Jonathan Stern, il y a quelques années d'un cancer de la thyroïde qui lui a fait perdre en partie sa voix. Et pour quelqu'un qui travaillait dans le champ des sound studies et qui travaillait justement sur la perception culturelle de la voix et du son, c'était évidemment un objet et une matière à réflexion. C'est ce dont il parle. Et le titre, Diminished Faculties, ça fait à la fois évidemment référence à la faculté de parole, mais faculty, c'est aussi là le membre académique, quoi, le membre de la communauté universitaire qui perd sa voix et qui perd du coup une partie de son identité. Et puis son deuxième ouvrage, sur lequel je vais largement me fonder aujourd'hui, il s'intitule MP3, The Meaning of a Format, traduit en français donc, il y a quelques années par le titre suivant MP3, Économie politique de la compression. Et en fait, ce que je vais vous livrer là, hein, c'est un résumé incomplet, pas forcément très fidèle et sans doute évidemment pas aussi expert hein, que de cet ouvrage qu'il a signé en 2012 dans sa version anglaise. Alors cet ouvrage, hein, comme son nom l'indique, il s'intéresse à un format qu'on connaît tous, qu'on connaît un peu moins maintenant, puisque finalement il a été un petit peu marginalisé par les plateformes de streaming. Enfin, en tout cas, on ne consomme pas de la musique maintenant comme on le faisait il y a 15 ans, où il y avait les plateformes de piratage qui avaient donné au MP3 vraiment une audience massive et internationale. Et le but de cet ouvrage, au fond, c'est de reconstituer l'histoire, la généalogie d'un format. Et pour cela, Jonathan Stern part de quelques idées sans doute un peu trop faciles et qu'on doit aux industriels de la musique eux-mêmes. Si on écoute le patron de Sony Corporation dans les années 80, Norio Oga, il expliquait la taille du CD, pourquoi est-ce qu'un CD fait 12 cm de diamètre. La justification qu'il en donnait, de façon sans doute un peu complaisante, c'était l'idée que le CD devait avoir une taille suffisante pour pouvoir contenir sans interruption la 9e symphonie de Beethoven. L'idée de cette anecdote, hein, c'est finalement d'enraciner les caractéristiques techniques d'un format dans des exigences esthétiques, des exigences propres à un mélomane. Au fond, la technique, elle répondrait d'abord aux demandes du mélomane, aux demandes de l'utilisateur qui serait un auditeur expert. La réalité, vous le savez sans doute déjà, elle est plus prosaïque. Hein. Le CD, il s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec des formats précédents. L'idée, c'était d'avoir un objet qui ne soit pas tellement différent dans sa taille de la cassette, qui était le standard en usage auparavant. Et puis, il y avait aussi une continuité dans le type de format audio. Et là, je commence à m'avancer sur des domaines qui ne sont pas les miens et n'hésitez surtout pas à me corriger
ou à me dire que je dis des grosses bêtises ou que je n'ai rien compris, parce que de fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas tout à fait bien dans ce que je vais vous raconter. Donc l'idée, c'est que le CD s'inscrivait dans la continuité des formes d'enregistrement audio sur bande magnétique. Hein. Il y avait la même fréquence d'échantillonnage, 44 kHz, qui était compatible avec les formats PAL et NSTC qui étaient en usage pour les pistes audio des bandes vidéo. Vous corrigez s'il y a des boulettes. Il y en a. On verra après. Ouais, donc voilà. C'est 400 étapes. Non, mais après, il est tout à fait possible que j'ai mal synthétisé, mal lu l'ouvrage. Et Stern lui-même n'étant pas historien c'est pas un scientifique, donc il est possible aussi que certaines approximations viennent de l'ouvrage, donc plus certainement de moi. Et donc, au fond, l'ouvrage de Stern vise à revenir sur ces mythes fondateurs, sur ce storytelling un petit peu des industriels, qui, au fond, lie toujours l'évolution des formats à des considérations esthétiques, souvent des considérations liées à la définition. Au fond, si les formats évoluent, ce serait toujours pour apporter une définition supérieure, pour améliorer l'expérience utilisateur, pour améliorer le réalisme. Or, ce n'est pas toujours vrai, et ça, c'est quelqu'un, vous connaissez peut-être le nom qui le dit, Michel Chion, qui est à la fois un compositeur de musique concrète et puis quelqu'un qui a travaillé dans le champ de la philosophie de la musique et de la philosophie de l'audition, et qui explique que dans les enregistrements du XXe siècle, il y a une tendance à accroître les aigus pour donner une impression de définition et de clarté au détriment, pour le coup, du réalisme. On va modifier un petit peu, mais là c'est pareil, je peut-être présente les choses de façon qui ne sont sans doute pas techniquement justes, mais en tout cas, voilà, l'idée que l'enregistrement ne répond pas forcément à une nécessité de réalisme, mais aussi à des considérations qui sont culturelles. Et Michel Chion dit que nos enregistrements, de ce point de vue-là, ils sont davantage hyper réalistes que réalistes. Et puis il note aussi, et Jonathan Stern le reprend, qu'il y a toujours, même s'il y a une quête de définition et une amélioration dans la définition, il y a toujours un plaisir à l'écoute lofi. Voilà, on aime toujours faire de la musique ou en l'écouter dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'écoute idéales. Donc il faut se défier en fait du discours tout près des industriels et chercher des raisons sans doute plus complexes à l'émergence des formats. Et c'est donc l'objet de l'ouvrage de Jonathan Stern. Je n'ai pas trop résumé la fin, donc je vais surtout me centrer sur le début, parce que c'est peut-être ce qui est le moins connu finalement. Et le début de son ouvrage, il est consacré à la charnière des 19e et 20e siècles, à l'apparition de ce qu'il appelle un capital perceptuel. Comment est-ce qu'on va commencer à faire de l'argent à partir de la perception auditive et de la façon dont on peut la maximiser, la rentabiliser, la commercialiser. Dans une deuxième partie, il s'intéresse à peu près autour du milieu du XXe siècle à la façon dont on va chercher à domestiquer le bruit et à développer d'autres formes de traitement de l'information qui vont accoucher à la fin du XXe siècle à la stabilisation de standards numériques, hein, notamment le MP3. J'espère avoir le temps d'aborder quand même cette dernière partie. Bon. Dans une première partie, je vais revenir en suivant le récit de Stern sur ce qui se passe fin 19e, début 20e, autour de ce qu'il nomme un capital perceptuel. Alors, c'est évidemment un capital perceptuel. Il faut entendre l'expression par rapport au capital économique, au capital de la théorie marxiste. Hein. C'est-à-dire que l'objet de Stern, c'est de dire que de la même manière qu'on exploitait le charbon, qu'on exploitait les ressources naturelles, on va se mettre à exploiter l'audition et ce que l'oreille humaine peut entendre et ce qu'elle n'entend pas et ce qui n'est pas nécessaire de transporter puisque l'oreille ne l'entendra pas. Voilà. C'est l'idée qu'il faut maximiser le capital perceptuel. Et là, je peux peut-être revenir un petit peu en arrière et revenir sur ce qu'il avait dit dans son ouvrage, Jonathan Stern, parce que cet ouvrage, en fait, il se situe dans la continuité de son premier, qui s'appelait en français Une histoire de la modernité sonore. Et au début de cet ouvrage, il s'intéresse à toutes ces recherches. Ça, vous connaissez ça par cœur, donc je ne vais pas trop développer, mais il est intéressant, Stern, parce qu'il situe tous ces dispositifs dans une quête qui n'est pas seulement une quête technique, qui est aussi une quête spirituelle, et une quête philosophique. Au fond, au 19e, on a cherché des moyens de visualiser le son. Et les plaques de Chladni en sont un exemple amusant, mais qui se prolonge
Et là, il y a une longue litanie d'inventions que vous connaissez assez bien, j'imagine. Enfin, je vous ai déjà vu traîner dans plein de diapos qui venaient du Loom. Donc, voilà, je sais que c'est des choses qui circulent. Thomas Young, par exemple, qui avait inventé ce petit dispositif où un stylet vibrant allait venir marquer un cylindre recouvert de cire. Voilà, ça donne lieu à cette idée que le son peut s'écrire. Après, on a le phonotographe de Scott de Martinville. Et puis, on a cette invention curieuse. Je sais aussi que ça traîne dans des diapos du Loom, donc vous en avez sans doute déjà entendu parler, le phonotographe à oreille, qui a été conçu à la suite d'une collaboration entre Alexander Graham Bell, sur lequel je reviendrai dans un instant, et puis un médecin otologue de Boston, Clarence Blake. Et ce phonotographe à oreille, comme son nom l'indique, c'est une oreille incisée dont on a extrait les parties intéressantes, qu'on a reliées à un fétu de paille et qui va venir tracer les vibrations transmises par le tympan de l'oreille au fétu et au fétu de paille et venir marquer un verre noirci à la suite. Blake et Graham Bell expliquent comment préparer un phonotographe. Il faut évidemment se procurer des oreilles, ce n'est pas évident. Pour ça, il faut aller chercher évidemment dans les dépôts des médecins légistes. C'est pas un hasard si évidemment Alexander Graham Bell travaillait en collaboration avec un médecin. Il avait accès à des corps qui ont servi à fabriquer cet appareil. Bon, ça c'est un petit peu la petite curiosité. Évidemment, ces recherches sur l'écriture du son vont aussi amener à des recherches sur la reproduction du son. Et ça donnera lieu au gramophone de Berliner et au phonographe d'Edison, avec quand même cette idée, on ne s'affranchit toujours pas d'une quête, c'est pas seulement une histoire technique, ça en fait, c'est aussi une histoire presque philosophique. Certains pensent qu'avec le gramophone ou avec le phonographe, on a trouvé un moyen de reconstituer le langage naturel, le langage universel, le langage intemporel de la nature. C'est ce que dit en fait la citation d'un psychologue là, que vous voyez en dessous, Edward Wheeler Stritcher, qui était un psychologue nord-américain de la fin du 19e, et qui disait la chose suivante: l'écriture naturelle est immédiatement unie à la voix et à la respiration. Sa nature n'est pas grammatologique, elle ne repose pas sur des inscriptions, elle est pneumatologique, elle repose sur le souffle, elle est sacrée, elle est très proche de la voix sacrée intérieure, de la profession de foi, de la voix que chacun entend quand il fait retour sur lui. Donc, alors c'est évidemment un peu délirant, mais il y a l'idée qu'en gravant le son et en pouvant le dessiner, quelque part, on a trouvé la voix de l'esprit. On a réussi à matérialiser le Saint-Esprit. Si je pousse un peu plus loin l'idée, c'est cette. Et ça donne lieu à des délires, pour certains. Il y a le fol espoir, à un moment, que si on passe le doigt sur le sillon d'un vinyle, si on éduque suffisamment le corps et l'esprit, on va pouvoir, avec le toucher, entendre. Parce qu'on saura lire cette écriture physique et matérielle du microsillon. Il faut inscrire les recherches d'Alexander Graham Bell dans ce contexte culturel-là. Et vous savez peut-être que le père d'Alexander Graham Bell, il n'est pas complètement étranger à cette histoire. Alexander Melville Bell, il était marié à une sourde. Et l'une de ses préoccupations, c'était d'arriver à rendre le son visible pour son épouse. Donc, il avait développé un système, ce qu'il appelle Visible Speech, où le son devait pouvoir se lire par la forme de la bouche. Et Alexander Graham Bell, son fils, écossais naturalisé américain, lui-même est marié à une sourde. Donc, il vit entouré de cette culture sourde et des problèmes que ça peut évidemment susciter. Et il va aussi s'intéresser à cette dimension-là. Ses recherches sur les instruments pour reproduire et pour écrire le son proviennent en partie de là. Il est professeur de diction à l'université de Boston. Il travaille avec des médecins otologues, comme je l'ai expliqué, et ça va donner lieu évidemment à ses travaux sur la reproduction du son et sur ses premiers brevets, notamment sur le téléphone, en 1876. Donc ça, c'est un petit peu pour poser le contexte, et c'est, à mon sens, l'immense intérêt des ouvrages de Jonathan Stern, c'est de sortir tous ces appareils d'une histoire purement technicienne. C'est pas seulement de la technique, c'est aussi de la culture, c'est de l'histoire des idées, c'est de la religion.
Et on ne peut pas complètement s'affranchir de ce contexte-là. Maintenant que le téléphone est inventé, là, on est à la fin du 19e, il faut essayer d'en faire du profit, il faut essayer d'en faire de l'argent et de rentabiliser cette reproduction du son. Et il faut aussi évoquer du coup le contexte un peu capitaliste dans lequel cette histoire se déroule. L'entreprise de... C'est très bizarre. Parce que pourtant, j'ai coupé le... Je pense que le confort... Des gens en ligne, je pense. Hop, j'ai perdu la... Donc, il faut resituer aussi cette histoire dans le contexte du capitalisme américain et l'entreprise Bell se structure. Alors, c'est Bell Labs et à la fin du 19e, ça devient AT&T, American Telephone and Telegraph, alors, suite à des opérations que je ne pourrais pas du tout restituer, je ne les connais pas, mais c'est une entreprise capitalisée qui cherche au début du XXe siècle à se faire reconnaître le monopole des télécommunications, enfin des communications téléphoniques sur le territoire américain. Donc ça se déroule sur plusieurs années, je crois, un peu état par état, mais le slogan et le credo de cette entreprise, c'est One Policy, One System, Universal Service. Il faut proposer le même système technique à tous les clients potentiels. Et vous voyez ici en fait une action de 1921, je crois, d'AT&T, donc on est très clairement dans le champ du capitalisme. Et la préoccupation, évidemment, c'est maintenant qu'on a inventé le téléphone, c'est de maximiser la transmission des télécommunications pour pouvoir faire passer plus de communications téléphoniques par le même réseau technique. Et là, je vais à nouveau employer un mot dont je ne maîtrise qu'à moitié tenant les aboutissants. C'est le multiplexage qui provient en fait de cette exigence-là, enfin, de cet intérêt-là, faire passer plusieurs signaux par le même canal. Alors, Stern s'étend lui-même pas tellement là-dessus, mais l'idée, de ce que j'en comprends, c'est qu'on se rend compte que ça ne sert à rien de transmettre du son. Là, j'ai déjà oublié ma bande audio entendable par l'oreille humaine. Et en tout cas, ça ne sert à rien de proposer des très basses fréquences et de transporter entendu par l'auditeur. Donc, il suffit de se concentrer sur le spectre audible par les interlocuteurs et on pourra faire passer plus de signaux par les mêmes canaux. Cela va déboucher cet intérêt pour le multiplexage par des recherches de psychoacoustique, de physiologie de l'audition, puisque si on veut permettre au multiplexage d'être efficace, il faut mieux comprendre finalement ce qu'est l'oreille, ce qu'est la voix, ce qu'on entend. C'est aussi du coup à situer dans les premières tentatives pour créer des audiomètres et pour mesurer l'audition humaine. Donc les premiers audiomètres, ils apparaissent, ils sont imaginés à la fin du 19e, Joshua en 1896, il y a une autre tentative en 1899 par Carl Seashore, qui a été élève de le type dont je vous ai lu la citation tout à l'heure, du professeur de psychologie Edward Wheeler Sculpture. La citation décrit comment ça fonctionnait. On faisait écouter des sons de hauteur différentes et on tentait de mesurer à partir de quel seuil on percevait une différence, soit d'intensité, soit de hauteur. Ça va aussi mener à des études sur l'audition normale et ça va amener à tracer la frontière entre audition normale et audition anormale, ce qui jusque-là n'était pas trop le cas. Au fond, on ne parlait pas de malentendants, avant on parlait de sourds, soit on entendait, soit on n'entendait pas. Et l'idée qu'il puisse y avoir des degrés, des seuils quantitatifs permettant d'établir des statuts différents, ça commence à faire son apparition. C'est évidemment lié aussi à l'intérêt que Bell et sa famille avaient pour la malentendance et la surdité, pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure. Et puis, c'est aussi soutenu évidemment par les pouvoirs publics ou des associations qui commencent à se structurer. En 1909, il y a la création d'une ligue new-yorkaise pour les malentendants. On va développer, du coup, à l'aide de ces audiomètres, des tests perceptifs. Qu'est-ce que cet individu entend, qu'est-ce que cet élève entend, etc. Et on va tester massivement la population. En 1925, par exemple, les laboratoires Bell vont tester 4000 élèves des écoles publiques de New York. L'idée, c'est évidemment de pouvoir situer des élèves par rapport à une normale, par rapport à
répartition supposée correspondre à une courbe normale des capacités auditives, mais c'est aussi de construire cette courbe normale, hein, évidemment, et d'accroître la connaissance sur l'audition dite normale. Et Stern insiste beaucoup sur le fait que la définition de la normalité, elle va aussi être liée à l'outil. Une audition normale, c'est une audition qui va permettre d'utiliser normalement le téléphone. Et le téléphone va, de façon circulaire, être construit pour une audition normale. Donc l'instrument et puis la définition de la normalité et du pathologique, en fait, ils progressent du même pas. Alors, il y a des choses aussi un petit peu délirantes, ça vous avez déjà entendu parler. Cette recherche sur l'audition, elle va aussi se déplacer. À la fin du 19e, si vous vous rappelez, je vous avais surtout parlé du mécanisme tympanique. Donc l'invention du phonautographe à oreille, on prenait un tympan et on comprenait le mécanisme tympanique, la vibration de la membrane qui vibrait, etc. Et au XXe siècle, en fait, on va déplacer l'intérêt vers l'oreille interne, davantage. D'où cette expérience complètement folle, hein, 4 téléphones, 2 auteurs qui branchent une électrode sur le nerf auditif, croit-il, d'un chat, et qui relie cette électrode à un récepteur du téléphone. Un expérimentateur part à l'oreille du chat et à l'autre côté, dans une pièce sourde, l'autre entendrait. Et ils observeraient que plus la hauteur du son de l'émetteur varie, plus la hauteur du son reçu varie également. Bon, sans être du tout spécialiste, apparemment, c'est une erreur d'interprétation et le signal électrique capté, il ne provenait pas du nerf auditif, il provenait de la cochlée. L'électrode n'était pas branchée sur le nerf auditif, mais sur la cochlée. Sans rentrer dans les détails de l'expérience que je ne maîtrise pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette recherche sur les mécanismes de conduction électrique, hein, et les mécanismes de l'oreille interne. Et puis, évidemment, le choix du chat est assez étonnant. Alors, Stern consacre une dizaine de pages au chat comme sujet d'expérience scientifique, et notamment dans le domaine de l'acoustique. Il relie ça en fait, à l'idée principale, c'est que le chat est considéré comme assez élevé et assez proche de l'homme, donc pourrait constituer un animal substitut intéressant. Puis, il part dans des délires après, je vais vous faire grâce. Au XVIIe, il y a un auteur qui a inventé un piano à chat. On mettait des chats dans des cases, si on appuyait sur une touche, ça allait mettre une piqûre au chat qui avait du copier. Et du coup, en jouant sur différentes touches, on peut faire un concert de chat. C'est les esprits malveillants du XVIIe. Cette recherche sur les mécanismes internes de l'audition, ça se poursuit évidemment, et vous connaissez ce nom, je crois qu'il y a ça qui porte son nom ici, Bekesi, qui travaille sur ces mécanismes et sur la cochlée. Il en construit des modèles, il en construit des maquettes pour comprendre comment ça fonctionne. Et il va disséquer, pour les construire, les cochlées d'animaux morts, chats et éléphants, pour observer le mouvement des cils. Donc, si on veut faire un petit bilan de ce premier temps, au fond, sous l'influence des travaux conduits par les laboratoires Bell et par AT&T, sous l'influence du contexte capitaliste de l'industrie du téléphone, on va passer d'une conception physiologique de l'audition, dominée par un intérêt pour l'oreille externe et l'oreille moyenne, à une conception qui est davantage psychoacoustique et qui va être davantage intéressée par l'oreille interne et la problématique de la conduction électrique du son. Ce qui va donner lieu, vers la moitié du XXe siècle environ, à un intérêt nouveau pour le bruit et pour le son, qui seront désormais conçus en termes d'information. Et là, on est à peu près dans les années 1940, c'est le moment où apparaît la cybernétique. C'est un mot qui aujourd'hui passe un peu passé de mode, on ne voit plus tellement, mais qui apparaît dans la deuxième moitié des années 40 et qui se définit un petit peu à la frontière entre la linguistique, l'électronique et puis la psychologie, comme l'étude des systèmes complexes, sociaux, animaux ou mécaniques, qui se fondent sur la notion d'information. Et l'idée de la cybernétique, c'est qu'au fond, une machine ou un être vivant, ça peut fonctionner de la même manière. En tout cas, il y a des analogies de structure. Alors, toutes ces diapos, elles étaient prévues pour mes L2, L3, je pense qu'elles ne sont pas forcément utiles pour vous. Mais cette cybernétique et la théorie de l'information qui la sous-tend, au fond, ça repose sur quelques principes assez simples.
l'information, c'est une quantité plus qu'un contenu. Et s'il y a contenu, ce contenu, il est lié à la quantité. Et l'information, ça va, j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises, l'information, ce qu'on appelle l'information, du coup, ça va être une séquence d'unités discrètes qui peuvent prendre dans un système binaire deux valeurs. La théorie de l'information, c'est au fond essayer de résumer un message à une suite d'unités discrètes dont la quantité va compter. Et au fond, si on se repenche, si on revient sur l'histoire du Morse, c'est déjà, même si c'est bien antérieur aux travaux de Wiener sur la cybernétique, c'est déjà ancré dans une forme de théorie de l'information. Donc il y a cet intérêt pour la théorie de l'information, pour la cybernétique, et ça va rejoindre un intérêt qui existait déjà pour le masquage acoustique. Ce n'est pas une nouveauté complète. L'idée qu'un son puisse en masquer un autre et qu'un son empêche d'en entendre un autre, c'est quelque chose qui avait déjà été repéré à la fin du 19e, et repéré en fait de tout temps, mais qui a fait l'objet d'études, d'investigations scientifiques depuis la fin du 19e, qui est un article en 1876, et puis en 1924, les laboratoires belges vont étudier le masquage acoustique dans les communications téléphoniques, avec toujours l'idée qu'il faut voir sous quelles conditions une voix peut masquer des bruits environnants. Ça donne lieu aussi, ces recherches, toujours à situer dans l'intérêt pour l'oreille interne, ça va donner lieu à la découverte de ce qu'on appelle les bandes critiques, donc les filtres fréquentiels de la cochlée. Donc c'est des travaux qu'on doit à Fletcher et qui permettent de comprendre le masquage acoustique. Il y a masquage acoustique quand les fréquences qui sont émises en même temps sont identiques ou proches et à fort volume. Là, je dis sans doute des bêtises, mais vous me corrigerez tout à l'heure. On va aussi s'intéresser à l'exploitation potentiellement commerciale de ce masquage acoustique. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est assez délirant, c'est l'idée que le masquage acoustique peut avoir des effets intéressants, par exemple, pour les dentistes. Avec l'idée que si on utilise de la musique qui couvrira le bruit de la fraise du dentiste, la fraiseuse ou la fraîche, eh bien, le patient oubliera aussi ce qui est à l'origine du bruit de la fraiseuse, puisqu'il ne l'entendra plus. Et ça donne lieu à des recherches, des tentatives à la fin des années 50 et dans les années 60 pour mettre au point des analgésies acoustiques. Alors, j'ai cru comprendre que depuis cet âge d'or de l'analgésie acoustique, c'était un petit peu passé de mode, mais ça c'est peut-être encore expérimenté ici et là. Si, ah oui. On a certains albums. Certains albums, oui, effectivement, donc plus rien d'autre, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. On peut aussi relier ça à ce qu'on appelle la musac en Amérique du Nord, ce qu'on appelle chez nous la musique d'ascenseur. Donc, les Américains, le mot pour traduire musique d'ascenseur chez eux, c'est musac. Musac, c'est quoi? En fait, c'est le nom d'une entreprise qui date des années 30 et qui se donnait comme objectif de fabriquer de la musique d'ambiance. Alors, ce n'était pas articulé directement à une théorie physiologique du masquage acoustique, mais c'était un peu la même idée. Au fond, si on vous tapisse votre environnement de musique de fond, vous n'entendrez pas les bruits gênants. C'est un peu l'idée. Et c'est quand même articulé à des recherches qui sont ouvertement, à une perspective qui est ouvertement capitaliste. L'idée, c'est de générer des gains de productivité, de générer des conditions de concentration et de travail qui seront propices à davantage de productivité. Et là, vous voyez la publicité avec la petite citation. Croiriez-vous qu'elle vient juste de terminer sa journée de travail? C'est remarquable la manière dont les gens travaillent plus efficacement et plus joyeusement quand il y a de la musique par musac. Aujourd'hui, musique d'ascenseur, que ce soit en France ou musac aux États-Unis, c'est devenu un terme repoussoir, comme ce qui justement n'est pas de la musique. N'empêche que si on regarde sur Spotify, le nombre de playlists qui sont conçues pour travailler en musique, concentration maximum, laptop afternoon, et ça se situe exactement dans le sillage de ces recherches. Trouver une musique qui sera suffisamment indolore pour qu'on ne la remarque même pas. On est pas loin de la musique d'ascenseur. Tout à fait, oui. Mais simplement, ça ne s'écrira pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme tellement repoussoir que la playlist ne sera jamais appelée comme ça. Mais ça, en tout cas, c'est à situer dans cette histoire-là de la musique qui ne s'entend pas, finalement. Et les premiers morceaux
d'ambiance. Enfin, les premiers disques de Brian Eno, c'est Music for Airports. Voilà, c'est typiquement cette recherche d'une musique qui passerait inaperçue. D'une musique qui serait, alors j'ai plus le terme français en tête, mais non dérangeante. Tellement pas dérangeante qu'on la remarque même pas. Ça va aussi donner lieu aux recherches autour du design sonore, avec l'idée que, ça c'est le premier manuel, si j'en crois ce que j'ai compris, d'acoustique, enfin de design acoustique. Et le propos de l'auteur, c'est de dire qu'une manière de contrôler le bruit, c'est pas forcément de tout tapisser de revêtements absorbants, ou c'est pas de diminuer le volume sonore produit à l'intérieur d'une pièce, c'est juste de masquer. Et elle compare ça, la métaphore est intéressante, c'est un parfum acoustique. Ça ne supprime pas les mauvaises odeurs, ça les recouvre. Ça ne supprime pas les mauvais bruits, ça les recouvre par un tapis de bruit. Alors, là, je fais une toute petite digression. Au fond, ça témoigne aussi d'un changement d'approche assez radical du bruit. Voilà, c'est pareil. Je disais ça à mes étudiants pour faire un peu raccord avec ce qu'on avait vu dans les cours précédents, mais ce n'est pas inutile, je pense, de le faire. À la fin de l'Ancien Régime, on considérait que le bruit, c'était une marque de sauvagerie. Pour faire taire les gens, littéralement, il fallait qu'ils se taisent. On leur demandait de produire moins de bruit. Au début du XXe siècle et fin 19e, la technique va permettre d'en partie pallier à ces problèmes-là. Et là, on se rappellera peut-être de diapo qu'il a vu 2 ans. On invente les premiers matériaux absorbants. Donc, ça porte des noms divers et variés. Ici, par exemple, c'est la créosote, donc ça date de 1909, quelque chose comme ça. Souvent, c'est des matériaux poreux, qui peuvent être fabriqués avec des fibres végétales ou des fibres minérales, et dont on va commencer à tapisser les bâtiments. Et l'idée, au fond, c'est qu'on n'a plus besoin de contrôler le bruit que font les gens, puisque le bâtiment, désormais, et la technique va contrôler le bruit à leur place. Donc, c'est déjà une manière de dire, laissons les gens vivre, la technique va prendre le relais. Et là, vous avez plein de pubs dans les années 20 ou 30 sur les environnements acoustiques, la correction acoustique des bâtiments qui permettront de travailler dans de bonnes conditions. Au fond, avec le masquage acoustique tel que je l'ai exposé il y a un instant, c'est encore une autre génération. C'est plus le bâtiment qui va absorber le bruit, c'est désormais la musique qu'on va mettre à l'intérieur du bâtiment, ou le son qu'on va mettre à l'intérieur du bâtiment, qui masquera les bruits parasites. Cette idée-là, on la trouve exposée avec pas mal de force dans un essai de quelqu'un que vous connaissez toutes et tous, Jacques Attali, alors qui aujourd'hui parle de temps en temps pour dire des choses pas forcément palpitantes, mais on a oublié peut-être à quel point il avait été influent dans la scène intellectuelle dans les années 80, où il a été Sherpa de François Mitterrand dans son premier ou deuxième mandat. Et à la fin des années 70, c'était considéré comme l'avant-garde de ce que la France pouvait produire de plus brillant en termes de jeunes intellectuels. Et il écrit ce livre en 1977, qui est immédiatement traduit en anglais, et c'est un livre qui est cité partout, y compris par des grands philosophes, et tous les auteurs de Sound Studies le citent. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet essai? Alors, c'est une sorte de longue histoire de la perception du bruit en Occident. Il dit qu'au fond, essayer de réprimer les bruits et de faire taire les gens, c'est complètement has-been, et c'est une façon de penser qui est un peu réactionnaire. Au fond, une politique moderne, post-moderne même, puisqu'on est un peu dans l'essor de ce qu'on a appelé la postmodernité, au fond, ça consisterait non plus à faire taire les bruits, mais à les gérer, à les orchestrer, à composer les bruits de telle sorte qu'un bruit puisse en masquer un autre. Donc on n'est plus dans une recherche du silence, on est dans une recherche de l'orchestration des différentes composantes de la société. Alors, je reprends juste mon propos. Ça va donner lieu aussi, cette conception, cet ensemble de conceptions sur le masquage acoustique et sur le fait qu'il faut composer les bruits, ça va donner lieu aux premières études sur le codage digital de la voix. Donc c'est en 1979. Et voilà, l'idée, c'est d'exploiter les propriétés du masquage acoustique de l'oreille humaine pour coder efficacement la parole. Alors, j'ai oublié de dire que le réseau de téléphonie que Bell met en place, fin 19e, il passe au digital dans les années 1960. Il passe à la téléphonie digitale dans les années 60.
Et du coup, il faut des recherches sur la façon d'encoder la voix en exploitant ce masquage acoustique. Et j'en arrive, mais je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ouais, il est 11h40. Donc, ouais, je vais essayer de terminer en 10 minutes, 10-15 minutes. J'en arrive en fait, au cœur de l'ouvrage de Jonathan Stern, mais je ne vais pas traiter de la fin de son ouvrage, c'est-à-dire comment est-ce que le standard MP3 apparaît et pourquoi il apparaît. Alors, tout ce que je vous ai dit jusque-là, ça a a priori peu de rapport avec le MP3, mais ça en a quand même dans le sens où ça pose des jalons autour de ce capital perceptuel, de ce qu'il est utile de coder ou pas, et de la façon dont on va aussi comprendre que l'oreille ne peut pas tout prendre, et qu'on va essayer d'exploiter les insuffisances de l'oreille. Donc ça, c'était pour mes étudiants, mais je n'ai pas besoin de vous le dire. Standard analogique, standard numérique. Différence analogique numérique, ça c'est surtout pour moi en fait, hein. Les étudiants, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, donc je passerai dessus. Bon, l'idée, c'est qu'évidemment, dès lors qu'on passe de l'analogique au numérique, bah, il faut repenser des standards. Voilà, ça c'est tout l'enjeu à la fin du 19e, c'est la lutte entre Edison et Berliner. Est-ce qu'on va commercialiser la musique sur des cylindres ou est-ce qu'on va la commercialiser sur des disques? Bon, bah, c'est le disque qui l'emporte. Quand on passe au numérique, il y a d'autres arbitrages à faire, taux d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage et type de codage. Bon, ça c'est quelque chose d'amusant. Évidemment, quand il y a tout d'un coup un champ vierge et qu'il faut définir des standards, il y a une prolifération de standards. On a connu ça il y a quelques années avec les prises de téléphone. Plein de standards différents, et évidemment quelqu'un qui arrive en disant je vais définir un standard qui sera tellement plus pratique qu'il deviendra universel. Au final, c'est juste un standard de plus. Donc ça, c'était pour mes étudiants, mais c'est pas inutile peut-être de le rappeler. Les standards, c'est une question de vie ou de mort, hein, pour l'industrie, mais aussi pour les individus qui portent, qui font souvent toute une carrière pour faire avancer un standard. Et on a du mal à se figurer parfois le caractère violent que ça peut revêtir. Donc là, c'est l'exemple de l'inventeur de la transmission FM, Armstrong, qui se suicide en 1954 parce qu'il était en opposition avec le média RCA, qui voulait en fait garder la modulation de fréquence pour la vidéodiffusion. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais l'histoire tragique, malheureusement, est bien réelle. Ce qu'il faut bien en tout cas garder en tête, c'est que derrière l'établissement des standards, il y a des enjeux économiques qui sont colossaux, mais je pense que vous, je n'ai pas besoin de le dire, peut-être pour les étudiants L2, L3, c'était plus important. D'où l'idée qu'il faut mettre un petit peu d'ordre dans ce champ de bataille qui est le son et la vidéo digitale, et ça donne lieu à la structuration de l'industrie au sein d'un groupe d'experts, le Moving Pictures Experts Group. Vous reconnaissez l'acronyme qu'on emploie tous quotidiennement, ça donnera le format MPEG, hein. Ça vient de là, MPEG. Donc ça se réunit ils se réunissent en 1988 à Hanovre, et en fait c'est un rejeton, ce MPEG, du Joint Photographic Experts Group. Donc l'idée c'était de faire le travail de standardisation qui avait été fait pour l'image digitale, de l'accomplir pour la vidéo. Et du coup, il fallait s'intéresser aux standards audio qui allaient accompagner la vidéo. L'homme au cœur de ce projet, c'est un Italien, Leonardo Chiariglione, j'ai juste mis cette citation pour vous montrer que c'est pareil, c'est pas un pur technicien, c'est des recherches qui, pour ceux qui les mènent, sont quand même investies d'une dimension presque spirituelle. Donc ça, c'est le discours qu'il a prononcé quand on lui a remis son Charles Jenkins Lifetime Achievement Award, sa récompense pour un accomplissement de toute une vie. Et il dit qu'il est heureux de voir l'aboutissement de 30 ans de travail dédié à rendre réelle la vision d'humains finalement libres de communiquer sans barrière et qui partagent de plus en plus d'expériences digitales épanouissantes. Donc il y a cette idée que créer un standard universel, ça va permettre aux gens de mieux communiquer entre eux, de dépasser les frontières, d'arrêter la guerre. C'est un petit peu ça, mais j'ai quand même besoin de faire quelques remarques. La première remarque, c'est que mes entreprises étaient conduites par la main de Dieu et que des dizaines, des centaines et des milliers de personnes ont fait MPEG ce pourquoi on le reconnaît maintenant, le début de standards qui ont changé la vie de milliards d'individus pour le mieux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une vision prométhéenne de la technique comme allant en fait permettre à l'homme de se dépasser. Donc ce Moving Pictures Experts Group, il reçoit à la fin des années 80 14 propositions industrielles de codecs qui devront en fait constituer les standards d'encodage
digital du son pour accompagner la vidéo. Et ce MPG Group va se doter de barèmes et de critères pondérés pour apprécier quel va être le meilleur de ces codecs. Et ils vont soumettre tous ces codecs à une série de tests d'écoute. On est en 90-91 et là vous voyez les critères qui sont utilisés, la qualité du son quand on écoute normalement vers l'avant, la qualité du son quand on écoute en accélérant, est-ce qu'on peut encoder en temps réel, etc. Je ne comprends pas tout, donc je passe vite. Ces tests d'écoute, ils reposent sur un double bind triple stimulus test. On fait écouter à un testeur 3 enregistrements, une source originale, la source originale traitée par le codec et à nouveau la source originale. L'ordre n'est pas forcément connu. Le testeur ne le sait pas plus que l'opérateur. C'est pour ça que c'est du double bind, double aveugle. On ne sait pas quand l'original sera rejoué. On essaie de deviner et on va noter la qualité du codec supposé. Tout ça pendant des sessions de 2 heures de long. C'est extrêmement pénible. Ce qui explique que les testeurs sont dans un premier temps des gens comme vous, un peu bizarres, des gens qui s'intéressent à l'acoustique, qui sont un peu ingénieurs. Puis, dans un deuxième temps, on élargit un peu le spectre, mais on reste à des gens un peu comme vous encore, des auditeurs experts qui ont une expérience préalable de ce qu'est l'acoustique, de ce qu'est la musique, soit une pratique qui sont instrumentistes eux-mêmes. En tout cas, l'idée, c'est qu'il ne fallait pas être allergique à la musique, puisqu'il fallait se farcir 2 heures des sessions d'écoute de 2 heures. Et puis, dans les faits, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ma communication n'allait pas être CNews compatible. En fait, ce que Stern dit, c'est que le panel de ces tests d'écoute ne reflète pas du tout l'universalité supposée du standard. Ça reflète un segment assez particulier de la population, des hommes blancs bourgeois. Et les biais culturels n'ont pas été pris en compte dans la constitution des panels. Ce qui aujourd'hui, je pense, poserait beaucoup plus de problèmes et serait beaucoup moins évident. Alors qu'il est à peu près évident pour tout le monde qu'évidemment, en fonction de notre éducation musicale, de notre culture musicale, on ne perçoit pas. Peut-être que notre oreille est la même, mais notre psychoacoustique n'est pas la même. Par défaut, on considérait malgré tout que ce panel était universel. Alors, petite digression, mais en lisant le bouquin de Stern, et vous allez peut-être me corriger, mais j'ai l'impression que la question des biais de culture, genre ou race, mais avec 15 000 guillemets, évidemment, race comme construit social, cette question des biais culturels n'est pas très présente dans l'étude d'acoustique et de psychoacoustique. On considère que l'oreille, elle est toujours la même, au fond, et que l'auditeur, il est toujours le même. Alors, il y a un article qui essaye de mettre des biais de culture ou de genre ou d'orientation sexuelle, mais c'est absolument pathétique et c'est clairement orienté par un agenda politique. Ça, ce serait peut-être plus les autres. Je sais pas ce que... Alors, les codecs qui sont en lice, mais ceux qui vont un peu l'emporter, posent des problèmes qui sont immédiatement repérés. Et là, je parle de choses que je ne comprends qu'à moitié, mais que vous comprenez. Le problème du pré-écho, ce qu'on appelle ce qui altère ce qu'on appelle le clic, si je comprends bien. Donc ça, c'est j'avais mis pour les étudiants de L2, L3, mais vous allez sans doute me corriger. Donc c'est quand il y a des attaques franches ou des consonnes. Apparemment, le codec de compression du MP3, il a tendance à lisser ça et à créer un pré-écho. Mais ce problème qu'on avait repéré, on considère qu'on peut s'asseoir dessus. Et là, Stern insiste sur le fait que si on peut s'asseoir dessus, c'est sans doute lié aussi à l'esthétique musicale occidentale. Au fond, dans les morceaux qu'on a fait écouter aux gens, on pouvait considérer que la rythmique, que les percussions n'étaient peut-être pas fondamentales. Et très clairement, ce ne sont pas des enquêtes qui sont imprégnées de culture musicale africaine. Alors ça a été prolongé par une historienne américaine qui s'appelle Mara Mills, qui a travaillé sur les recherches menées à l'IRCAM autour de l'acoustique musicale, et qui apparemment, l'IRCAM s'intéressait essentiellement à la question du timbre ou de l'harmonie, et pas tellement à la question du rythme. Mais, vous me corrigez si je dis une bêtise. Comment? Alors, qu'est-ce qu'on écoute concrètement? Là, c'est les morceaux qui sont, alors je ne sais plus dans quelle session d'écoute, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais ça, c'est une des listes d'écoute. Si on regarde les morceaux qui sont proposés, il y a de la pop, il y a quelques morceaux de musique classique, quelques morceaux de jazz, mais on n'est pas allé chercher des solos de percussion africaine, on n'est pas allé chercher du chant diphonique mongol.
Et au fond, ça correspond bien à la sensibilité musicale des années 90, à ce qu'on considérait comme un bon enregistrement dans les années 90, brillant, clair. On n'est plus du tout dans l'esthétique du wall of sound, Phil Spector, où on était noyé dans la masse de son. Là, au contraire, on distingue bien les niveaux, la voix, on l'entend clairement, etc. Et le morceau star de cette liste d'écoute, mais vous connaissez sans doute déjà l'histoire, c'est Suzanne Vega, Tom's Dinner. Non, My Name is Lucas, c'est. C'est la parole, My Name is Lucas. Ah oui, c'est oui, je m'affranchis de ce problème de sécurité. Et on écoute. Alors, je pense que les. Oh non. Tu peux chanter de la Ouais. Je pense que ce sera meilleur que le Codec MP3. Alors, à distance, je ne pense pas qu'ils entendent. Et là, par contre, j'ai coupé mon son. Je te parle de Adblock Plus. Je ne connais pas, mais. Comment est-ce que je peux remettre? Il faut que je. Je leur remets moi. Ah si, Extron, il faut que je mette sur Extron, je pense. C'est bon, je tombe. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas dans le codec. Hein, voilà, bon, vous connaissez le truc de. Hop, charbon, et je coupe ça. Alors, et là, on doit être. Je reviens sur mon diapo. J'ai presque fini. Hein. Donc ça, c'est un peu la légende urbaine. C'est le morceau Tom's Dinner de Suzanne Vega qui va servir à polir le codec. C'est l'ingénieur Brandenburg qui le raconte. Il était prêt à utiliser son algorithme de compression dont il était hyper fier. Et il entend, en passant dans le couloir, Tom's Dinner. Il était électrifié par la voix de cette chanteuse et il disait que ce serait impossible de comprimer efficacement cette belle voix chaude. Là. Donc, il récupère une copie de la chanson, il la met dans son nouveau codec MP3 et au lieu d'entendre une belle voix humaine bien chaude, il entend une distorsion monstrueuse comme celle qu'on a entendue, comme si l'exorciste avait pris possession du système, jetant son ombre sur chaque phrase, etc. Et du coup, ils vont se servir de ce morceau comme martyr, quelque part, pour polir le codec. Alors ça, on est dans le storytelling industriel. Au fond, c'est l'histoire d'un technicien qui rencontre une muse et qui vont inventer quelque chose, quoi. Suzanne Vega elle-même a été un peu flattée par cette histoire. Elle a rendu visite au laboratoire allemand et elle a jugé ce que le codec avait fait à son morceau. C'est une histoire là-dessus. Alors ce codec, assez rapidement après sa mise en œuvre, il a été critiqué, dénoncé par des audiophiles comme Neil Young, hein, qui lui reproche de rajouter des sons parasites, de déformer, et qui finalement reproche même, qui critique au fond la procédure même de construction du standard, en disant votre standard, votre procédure de fabrication du codec n'est pas du tout objectivante et elle ne correspond pas à d'autres oreilles. Enfin, bon, j'entends mieux que ce que vos auditeurs prétendument experts ont entendu. Donc votre codec ne me va pas. Et en gros, il dit que lui, c'est mieux que 20 000 sessions d'écoute et le standard qui en est sorti. J'en arrive à deux mots de conclusion. Stern, à la fin de son ouvrage, que je ne résume pas véritablement ici, s'intéresse à la façon, et je peux m'excuser de ne pas avoir comprimé les diapositives, j'ai repris les diapos du cours telles qu'elles étaient. En fait, il questionne le caractère universel du MP3. Il montre d'universel que ce que les mâles blancs bourgeois qui avaient participé au test voulaient bien en dire. Hein, c'est l'universel occidental, quelque part. Donc ça, c'est assez courant. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au fond, c'est suffisamment universel, suffisamment bon pour que ça fasse le boulot. Au fond, on a conscience des imperfections du standard, on a conscience que ça déforme certains sons, que ça ne prend pas tout, que ça en rajoute d'autres, mais ce sera convenable pour l'utilisateur moyen. Et l'utilisateur moyen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va écouter du MP3 dans le métro, dans le bus, en marchant dans la rue,
avec un système qui ne sera pas un système ici, qui sera un casque peut-être un peu pourri, et qui sera lui-même pas un auditeur expert. Donc, ça fera le boulot pour l'oreille moyenne de cet individu. Donc, il n'est pas parfait, mais il marche. Et en cela, il est héritier de ce que je vous ai dit sur le capital perceptuel, c'est-à-dire qu'on a inventé un format qui permet de faire passer plein d'informations à moindre coût et de satisfaire grossièrement aux attentes de l'utilisateur moyen dans un contexte capitaliste où il fallait rentabiliser. Et après, Stern développe plusieurs chapitres, 2 gros chapitres, sur l'économie du piratage que ça a entraîné, puisque s'il est universel, ce standard, ce n'est pas tant pour ses caractéristiques psychoacoustiques, c'est sans doute parce qu'il est interopérable. Enfin, le terme n'est pas tout à fait choisi, mais en tout cas, il va fonctionner sur la quasi-totalité des machines transnationales et qui va être articulé très rapidement à une économie globale. C'est ça qui le rend véritablement universel. Il n'est pas universel par rapport à l'oreille, il est universel par rapport au système capitaliste. Je m'en arrête là et je suis à votre disposition pour que vous rectifiez les erreurs